C'est l'heure du tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Juge Geoffroy Vaha, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour également au juge Benna Bougma qui est déjà dans les coulisses. Et pour cette troisième audience du tribunal de l'actualité, nous auditionnons Hassan Badjo. Il est écrivain-chercheur et avec lui à cette audience, il sera question de monnaie virtuelle, défis, opportunités et perspectives pour le continent africain. Bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Bonjour et merci de l'invitation. C'est un plaisir de partager l'actualité et j'allais dire des thématiques liées à l'histoire et à l'évolution de l'humanité en ce troisième millénaire. Et sur ce, je déclare ouverte cette troisième audience au tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé au tribunal de l'actualité les attaques simultanées qu'on a eues depuis le week-end dernier et tout. Et c'est avoir une pensée pour ceux qui sont tombés. Et puis, je pense que ça oblige à repenser pour ceux qui ont encore le sentiment que c'est seulement une question religieuse, parce que c'est toutes les religions qui se sont vues attaquer, parce qu'ils ont de symbolique, c'est-à-dire le lieu où ils se rencontrent, où ils prient. Donc on est dans cette situation-là et pour moi aussi il faut saluer les forces de défense et de sécurité avec les VDP que nous avons qui sont au front, et on a vu il y a eu une riposte à cela et c'est espérer que très vite sur cette question du terrorisme là on arrive non seulement à inverser la tendance mais à minimiser au maximum leur capacité de nuisance. C'est cet espoir là qu'on pourrait avoir et leur dire encore qu'on est avec eux, c'est tout ce qu'on peut. Juge Benna Bougma, bonjour. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal de l'actualité? Merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est le procès intenté par la CGTB contre Adama Sigiré dans le cadre pour les diffamations et tout. Donc, mais une question, ce qui retient mon attention, c'est l'aspect pédagogique du procès. Parce qu'il y a une question qui lui a été posée à laquelle il n'y a pas eu de réponse. C'était celle de savoir est-ce qu'il a eu les autorisations auprès des autorités compétentes pour installer des caméras de surveillance chez lui. La CIL. Voilà, au niveau de la CIL. Il y en a qui ne savent pas que ça doit se faire, alors que ça doit se faire. Vous n'avez pas le droit d'installer des caméras parce que c'est chez vous, ça arrose la roue, vous filmez les gens qui passent sans prévenir que ce domicile est sous surveillance. Même quand vous rentrez dans les établissements, que ce soit des établissements financiers, même dans les alimentations, vous rentrez quand il y a des caméras de surveillance, c'est indiqué. Attention, bâtiment sous surveillance. En tout cas, il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs dénominations. Il y en a qui ne mettent seulement que la photo de la caméra, mais vous devez faire savoir que c'est surveillé. Mais il y en a qui ne le savent pas. Donc, j'ai dit c'est cet aspect pédagogique. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez être épinglé pour ça. Quelqu'un pourrait poser plainte pour vous, contre vous, et il va gagner. Parce que c'est ça aussi, comment on appelle ça, les dispositions à la matière. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas fait et qui ne le savaient pas, vous êtes désormais prévenus. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci à vous, messieurs les juges, pour ces avant-propos. Monnaie virtuelle, défis, opportunités et perspectives pour le continent africain. Voici le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité avec à la barre Hassan Badjo, écrivain-chercheur. Juge Benna Bougma, avant d'aller au fond du sujet, le convoqué, il est à vous pour les questions de généralité. Bon, compte tenu de la thématique, en tout cas des thèmes enrôlés, je ne sais pas s'il faut aller sur des questions de généralité. Vous pouvez donc aller dans le fond. Voilà. Donc la monnaie numérique, la monnaie virtuelle, on entend parler. Alors, c'est quoi exactement? Parce que à Ouagadougou, en tout cas, on ne voit pas quelqu'un qui se balade avec un billet, on dit que c'est un billet numérique. Mais c'est quoi exactement? Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les juges. La monnaie virtuelle, ou numérique plus exactement, c'est ce qui se retrouve dans nos ordinateurs et dans nos appareils Android. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de virtuel ou de numérique. C'est un portefeuille qui se retrouve là-dedans. Si vous avez, par exemple, 100 000 francs, je ne sais pas, d'une monnaie virtuelle qu'on peut appeler USD,
Vous ne l'aurez pas directement comme si c'est en banque, mais vous l'aurez sur un portefeuille. C'est ça qu'on appelle les monnaies virtuelles. Alors, je voudrais, puisque nous sommes en train de parler aussi de l'Afrique, saluer 3 hommes grâce à qui on a ces monnaies virtuelles. Il s'agit du père d'Internet qui est un noir, Philippe Egmiwati. Il s'agit de celui qui a inventé, grâce à qui on a l'Android, le portable, l'ordinateur portable, et plus exactement le téléphone portable, Henry Samson. Et l'ordinateur portable, c'est aussi grâce à un noir, c'est Mark Dean. Donc vous voyez, on parle de l'Afrique, de la pauvreté de l'Afrique, mais il y a des noirs qui sont à l'avant-garde de ce progrès. Et donc je crois qu'il faut aussi saluer cela. Et ça peut entrer en ligne de compte dans la lutte contre la pauvreté, dont peut-être on en parlera. Oui, juge Bougma. Oui, et quand on parle de nos monnaies numériques, ce n'est pas que par exemple du franc CFA qui est sur mon téléphone, je ne l'ai pas liquide, je peux aller payer du matériel physique sans utiliser de l'argent physique. Oui, mais maintenant, il y a ce qu'on appelle également les crypto-monnaies. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est exactement, par exemple, les crypto-monnaies. C'est un peu ça qu'on appelle généralement effectivement les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, par exemple, vous en avez peut-être autour de 6000 et quelques crypto-monnaies. Je pense d'ailleurs que c'est trop et qu'il va falloir réguler cela. J'observe aussi que l'Afrique dans ce domaine n'a pas trop d'inventeurs de crypto-monnaies. Ça vient toujours de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant qu'il faut saluer ces 3 noirs grâce à qui on a la possibilité de faire ce change. Le change ne se fait plus comme si vous allez à la banque. Le change ne se fait plus comme si vous vous alignez. Mais c'est sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et c'est grâce à une connexion Internet. Tout ça, c'est grâce aussi à des Noirs. Et moi, je tiens à ce qu'on les rende vraiment hommage. Juge Favara. Je sens dans votre développement que vous êtes attaché à ce qu'on reconnaisse à certains savants noirs leur rôle dans l'histoire et ce qu'ils ont apporté. Dans le développement, c'est sûr que c'est des éléments sur lesquels on va revenir. Mais vous-même, pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, qui pour certains vous découvrent, pour d'autres, parce qu'on vous a vu aussi sur d'autres plateaux, vous connaissez un peu avant, vous définissez comment? Mais bon, je suis chercheur, j'allais dire indépendant, peut-être qu'on n'aime pas cette connotation, parce que je n'appartiens pas à une structure définie, mais je fais des recherches. La recherche est ouverte à toute personne. Et dès l'instant où vous avez une capacité d'analyse, de réflexion, vous pouvez faire de la recherche et de la découverte ou des inventions. Donc je me suis intéressé à cela et je pense que dans plusieurs domaines, en tout cas mes thèmes d'activité touchent à plusieurs domaines. Voilà. D'accord. Donc ça sera difficile de parler de tout ça, sinon j'ai inventé une science qui s'appelle la géolettrerie, la forme des lettres et des chiffres. Et bon, c'est quand même assez facile de parler de tout cela, à mon avis. Vous dites chercheur indépendant, souvent, et quand on l'entend, vous le disiez tout à l'heure à demi-mot, hein, vous n'êtes pas dans le, comment on appelle ça, dans les carcans habituels. C'est-à-dire que chercheur, tout le monde voit université de façon traditionnelle et on cherche des grades, on cherche ceci ou cela. Est-ce que le chercheur indépendant, il se sent le respect qu'on doit aux chercheurs de façon générale? Oui, vous touchez à une thématique qui me plaît beaucoup, parce qu'en vérité, c'est un problème qu'il faut défendre concernant les savants noirs. Et là, il faut le dire, ils ne sont pas respectés. Par nous, je parle du peuple noir qui ne respecte pas ses savants ou qui ne se reconnaît pas en ses savants. Je parle de l'extérieur qui ne reconnaît pas l'importance des savants noirs. Je suis devant une télévision ici. C'est grâce à un noir que nous avons les multichaînes. La sonde, le télescope James Webb, qui est en train de faire des miracles, c'est grâce à un noir de la NASA, Gregory Robinson. Je vais vous dire, pour ce qui est des découvertes scientifiques, pendant au moins 10 siècles, ces découvertes auront des impacts. Mais on ne dira jamais que c'est grâce à un noir. Moi, je mène un combat pour la valorisation des savants noirs, pour la dignité de la race noire. Et il va falloir aussi que les noirs commencent à applaudir leurs savants. Je ne sais pas si on aura le temps. Je vais vous donner certains chiffres
et les bénéfices que l'intelligence scientifique des Noirs permet d'avoir. Pas pour nous, Africains d'ailleurs, mais à l'extérieur. Et c'est là le questionnement. Il va falloir que les Noirs commencent à se sentir interpellés. Je vous parle du père d'Internet. On va enjamber rapidement. C'est 9 000 milliards que les GAFAM, Google, Apple, lui, il est né au Nigeria avant d'aller aux États-Unis. Le budget du Nigeria actuellement est de 40 milliards. Si vous divisez 9 000 par 40, ça vous fait 225. Ça dit que son intelligence à lui seul permet, pendant 225 ans, 2 siècles, un quart, de financer le budget d'un pays comme le Nigeria. Voici la problématique et l'aspect de réflexion que nous devons, nous Noirs, nous poser. Et aujourd'hui, grâce à lui, nous avons ces monnaies virtuelles numériques qui seront le ciment dans bien des domaines. Ce n'est pas seulement l'aspect monétaire, mais dans un domaine de la pacification de l'humanité pour ce qui est de ce 3e millénaire. Et c'est aussi ça l'enjeu. C'est pour ça qu'il faut que les Noirs apprennent à respecter leurs savoirs et à les applaudir. Donc on va commencer, parce que Bernard était déjà dans la dynamique, à faire encore mieux connaissance sur la question de la monnaie virtuelle, crypto-monnaie comme on les appelle. On a vu certains pays s'essayer à cela comme alternative. Les pays voisins ont dit oh, attention, ceux qui partagent un peu peut-être la même monnaie ou bien qui sont dans le même espace, faisons attention, parce qu'ils se disent souvent on ne sait pas à quoi vraiment c'est adossé, il y a son caractère volatile. Beaucoup savent qu'en 2022 par exemple, beaucoup de crypto-monnaies ont connu des jours assez difficiles. C'est vrai qu'avec comment on appelle ça, les bourses et tout, en 2023 il y a une tendance un peu plus positive, mais ça donne l'impression de la non-maîtrise ou de l'aventure. Vous disiez tout à l'heure, les Africains très souvent, on a l'impression qu'ils ne se sentent pas concernés ou bien ils ont peur. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est trop complexe? Je ne crois pas que ce soit complexe. D'abord, nous Noirs, nous avons un défaut, nous avons peur de l'inconnu. Nous ne valorisons pas assez. Mais vous parlez de monnaie numérique, pourquoi je voulais aujourd'hui qu'on en parle? Et votre question, la réponse est simple. Moi, je suis modeste. Mais je peux dire que j'ai été l'un des premiers à parler de la monnaie numérique avant qu'elle n'arrive. J'ai même demandé à ce qu'on l'appelle homos, en référence à l'humain. Et maintenant, voici une thématique. En 2010, j'avais proposé monnaie émergente, identité des transferts numérico-monétaires et problématique des régulations. Ça répond à votre question. En même temps que je vous disais tout à l'heure qu'il y a quand même 6000 crypto-monnaies dans le monde. Plus, l'ONU a 200 États. Et on n'a pas peut-être 200 monnaies. C'est déjà difficile de régler ce problème pour les monnaies traditionnelles. Mais maintenant, avec ces crypto-monnaies, c'est quand même trop 6000. Donc vous comprenez aussi le fait que d'autres profitent pour abuser des uns et des autres. C'est pour cela que j'avais, dès 2010, demandé à l'Afrique d'organiser un sommet mondial dans ce sens. En ce moment même, les crypto-monnaies étaient à peine arrivées. Donc vous voyez déjà, si on avait pris à bras le corps ce problème, je crois qu'on serait aujourd'hui leader, nous Noirs, en la matière. Je ne sais pas si on va sauter l'étape. Je vais toujours dans le pédagogique. Quand on parle de monnaie, on sait que c'est un outil qui nous permet l'échange, dont on convient ensemble et qui est basé sur nos économies. Bon, à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle le système étalon or, mais ça a été cassé. Et quand on parle de monnaie, il y a beaucoup de choses derrière. Et il y a des techniciens qui travaillent toujours à ce que sa valeur demeure et avec les réalités de fluctuation au regard de la santé des économies. Quand on prend le cas de la crypto-monnaie, ça s'adosse à quoi? Lorsqu'on sait que les fluctuations, elles sont souvent fortes et on a comme l'impression qu'on est encore dans des genres de trading dans un espace non maîtrisé. La crypto-monnaie, elle est adossée à quoi de façon concrète? Vous qui êtes chercheur, dites-nous. Oui, vous savez, la crypto-monnaie est souvent adossée, on le dira peut-être pas directement, par exemple au dollar, au yen, à ces monnaies fortes
ou en tout cas ces monnaies internationales, pour permettre des échanges. Et donc, en ce moment, ça fait qu'on est obligé de tenir compte de tous ces aspects. Maintenant, c'est vrai, je m'excuse de l'expression, c'est plus facile d'être escroc en la matière que face à une banque bien organisée ou une banque centrale. C'est ça actuellement ce problème de régulation-là dont il faut parler et qu'il faut maîtriser. Et ça, je crois que vraiment, il faut que l'Afrique noire puisse organiser un sommet dans ce sens-là. Ça va aussi nous apporter, nous, beaucoup dans ce domaine. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à avoir au niveau des monnaies. Et forcément, nous allons vers cette étape. Nous ne serons plus à l'étape des billets ou des pièces. Voilà. D'accord. On va juste rappeler aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio WattFM que Hassan Badjo, écrivain-chercheur, est notre convoqué à la présente audience du tribunal de l'actualité. Juge Bernard Bougma, vous avez la parole. Oui, effectivement, en ce qui concerne... Vous avez dit que déjà en 2010, vous en parlez par rapport à la monnaie numérique, par rapport aux crypto-monnaies. Effectivement, aujourd'hui, il y a de la prudence à avoir. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de dénominations. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous-même vous l'utilisez? Moi, j'ai tenté de l'utiliser pour voir, parce que quand même, j'ai été l'un des premiers au monde à en parler. Au monde? Oui. Je vous ai dit que j'ai demandé à ce qu'on crée une monnaie qui va s'appeler Homos en référence à l'humain pour ne pas faire de jaloux. Donc je pense que je peux dire que j'ai été l'un des premiers au monde à parler de crypto-monnaies, même si officiellement c'est aux États-Unis qu'on a déposé le premier brevet pour le dire. Mais j'ai été l'un des premiers au monde. Il faut beaucoup de prudence. Vous savez vu que dès ce moment-là, j'ai parlé de régulation. Aujourd'hui, nous sommes à 6000 crypto-monnaies, ce n'est pas possible. Je peux me lever, j'aurais pu me lever, créer ma crypto-monnaie. Et même avec tous ces articles-là publiés pour dire c'est moi qui suis l'un des premiers, j'allais avoir des gens qui allaient me suivre. Mais derrière, qu'est-ce qui se cache dans l'entreprise? Quand vous l'écriviez la première fois, c'était quand? Ici, ce sont des articles qui datent de 2010-2009. 2010. Donc, c'était à peine les débuts de la monnaie. Il faut rappeler qu'en Afrique, nous n'avons pas Internet. En ce moment, en tout cas, de façon popularisée. Vous estimez qu'il n'y avait pas de... Pas tellement popularisé en Afrique. Le Bitcoin qui est le plus plus connu. Le Bitcoin. Voilà. Mais ça n'a pas pris cette ampleur comme aujourd'hui, je vais dire. Personne ne pouvait parier à l'époque. Mais je veux dire, vous dites vous êtes celui qui en a parlé avant, alors que quand on prend, j'ai pris le cas de Bitcoin, quand on regarde, logiquement, si c'est 2008-2009, c'est avant vous. Oui, ce que je vais dire, vous avez des idées. Et l'article est paru en 2010. Moi, j'ai fait quand même plusieurs prévisions qui se sont passées bien avant. Mais j'ai écrit cet article. Par exemple, la guerre des monnaies. Peut-être qu'on va en parler puisque c'est d'actualité. Non, mais pour venir, moi, j'ai eu sur ma table. Oui. Parce que vous nous avez adressé un courrier à True TV. Vous expliquiez d'ailleurs qu'en la matière, vous étiez précurseur, avant même que la monnaie n'existe. Vous étiez l'une de ces personnes-là qui avait prédit et demandé même qu'il y ait une régulation. Alors que quand on prend cette période-là, il y avait déjà le Bitcoin qui existait en tant que crypto-monnaie, et celui qui est l'inventeur, c'était Satoshi Nakamoto. Mais lui, il a pensé à ça avant vous, alors. Mais quand vous dites vous savez qu'il y a plusieurs dans le monde. Je ne sais pas si vous savez que dans le monde, il existe plusieurs découvertes qui peuvent venir de plusieurs personnes, de différents lieux. Ok. Donc ça, c'est attesté. Et comme à l'époque, moi je vous avoue que je n'étais pas trop Internet à l'époque, en 2010. Et les connexions, on sait comment ça se passe en époque en Afrique et jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché que je parle de cela. Si l'article était publié en 2010, ça ne veut pas dire que bien avant, je n'ai pas pensé à cela. Et donc c'est pour ça que je vous dis que les écrits aussi sont importants. Ce sont des preuves matérielles de ce que quelqu'un aura écrit ou laissé. Répondez à présent à la question du juge Bernard Bougma qui s'interrogeait. Oui. Est-ce que l'écrivain-chercheur que nous avons convoqué ce matin est utilisateur lui-même de ces monnaies virtuelles? Oui, je disais que c'était pour essayer, mais je ne suis pas allé plus loin que ça. Donc, non, parce qu'en fait, je pense aussi effectivement qu'on voit qu'il y a beaucoup, j'allais dire, d'incertitudes.
Et donc, chacun ouvre, chacun referme, on fait un tapas, oui, c'est bon, ceci, cela. Mais bon, il y a beaucoup de prudence à avoir. C'est pour ça, moi, j'ai demandé de la régulation dès le début. D'accord, il y a effectivement de la prudence à avoir. Mais comment est-ce qu'on... Parce qu'il y en a qui ont mis beaucoup d'argent après, qui ont perdu, qui ont fait des pertes sèches, que ce soit au Burkina ou dans d'autres pays. Alors qu'à un moment donné, effectivement, c'était la phrase à la mode. La question, c'est comment est-ce qu'on régule? Mais justement, c'est pour ça que moi, j'ai demandé un sommet mondial. Et quand je dis un sommet mondial, ce n'est pas seulement uniquement les autorités, c'est nous tous, à divers échelons. En ce moment, chacun apporte sa part. Vous avez des gens qui ont perdu ici, je pense que c'était M5 ou je ne sais plus, le plus récent. Mais chacun peut apporter sa part de contribution. On peut demander à ces personnes qui ouvrent là des sociétés, des crypto-monnaies, on peut demander beaucoup de sécurité. Et que certains retraits ne soient pas faits avant, pister, connaître leurs lieux et tout. Mais aujourd'hui, chacun se lève, il ouvre, il n'y a même pas d'adresse. Ça fait que c'est de l'incertitude. Sinon, c'est une monnaie d'avenir et demain, on sera face à cela. C'est l'événement de l'humanité. C'est une avancée pour l'humanité. Alors, vous dites si bien, c'est une monnaie d'avenir. Vous en parliez depuis 2010. Le Bitcoin, suivant l'exemple du jeu Geoffroy Vara, était là en 2008. Aujourd'hui, quand on fait une sommation, est-ce que l'Afrique est en retard par rapport à cette question et son utilisation, la monnaie virtuelle? L'Afrique est en retard. L'Afrique est en retard parce que je ne sais pas si nous arrivons à percer dans ce domaine. Comme toujours, malheureusement. Mais je comprends aussi la prudence des gens parce que récemment, comme vous dites, beaucoup ont été escroqués. Excusez-moi l'expression. Mais ça n'empêche pas que je dise que les monnaies numériques pèsent 3 000 milliards de dollars aujourd'hui. 3 000 milliards, c'est le produit intérieur brut du continent noir, de l'Afrique noire, je vais dire, plus 500, qui est de 2500, plus 500 milliards qui est pratiquement le budget total des pays d'Afrique. Grosso modo, je n'ai pas l'idée à 100%, mais je pense que ça ne pourrait pas dépasser cela. Donc c'est déjà une idée de ce que ces monnaies-là rapportent. Ça, c'est vu du point de vue où on n'a pas encore régulé. Mais je pense que quand on va réguler ça, ça va être beaucoup plus soft, comme on dit. Vous parlez de l'Afrique, qu'en est-il du cas spécifique du Burkina? Pour ce qui est de l'usage des monnaies, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je pense que les gens ne sont pas à 100% très intéressés. Bien avant M5, il y avait eu quand même aussi des situations de ce genre, et généralement c'est 6 mois, 1 an, et puis après on ne connaît plus le propriétaire, et puis c'est fini, quoi. Donc les gens ont beaucoup peur. C'est pour ça qu'il faut trouver des mécanismes partout dans le monde. Et pour toute personne qui ouvrira une monnaie, pour qu'on soit rassuré que quand on investit 1 franc, on sait où ça va et comment effectivement les bénéfices doivent être partagés. Oui, mais quand on dit cela, il y avait certains rapports qui disaient quand même que le Nigeria était un pays très avancé dans l'utilisation de la crypto-monnaie, et même pas seulement en Afrique, même dans le monde. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui peut être accepté et usité. Maintenant, c'est ce que je dis, il y a le problème de toute la prudence derrière, parce que c'est une monnaie à laquelle vous ne savez pas à qui ça appartient. Parce que derrière, il y a ce qu'ils appellent la blockchain et une vraie technicité derrière. Des gens qui, un peu à travers le monde, maintiennent un élément que vous avez qui a de la valeur tant que ça existe. Le jour où ça n'existe pas, c'est comme si vous êtes millionnaire, milliardaire en rien. C'est ça toute la peur en fait que les gens ont par rapport à cela. Vous ne savez pas qui régule, qui maintient, qui est. Et donc, ça devient un genre d'univers difficilement maîtrisable. Vous posez et vous mettez le doigt sur un élément qui est important, c'est la question de la régulation. Comme vous dites, vous êtes chercheur que vous l'avez proposé. Est-ce que vous avez des brides en la matière, en termes de propositions? J'ai évité d'avoir des brides. Pourquoi? Parce que moi, je suis pour une concertation. Le problème des monnaies, vous savez qu'il y aura des monnaies aussi qui vont s'adosser à des États, des monnaies numériques ou virtuelles. Et il faut poser ce problème. Il faut se poser ce problème de crypto-monnaie dont on parle par rapport aux personnes qui
s'investissent dedans et qui demain disparaissent. Donc ça nécessite qu'on approche tout le monde, on essaie de trouver un canevas pour l'ensemble de l'humanité. En ce moment, il y aura probablement des monnaies virtuelles d'État, je les appellerai comme ça, et des monnaies, des crypto-monnaies créées par des individus, des personnes. Dans ce cas, il va falloir vraiment être strict, rigoureux, comme le sont les banques centrales. Voilà. Pour ce qui est du cas du Burkina, vous avez tout de même des propositions à faire, à l'endroit ne serait-ce qu'aux téléspectateurs et auditeurs qui vous écoutent également. Non, moi je suis pour une réflexion ouverte à tout le monde, parce que c'est une question très importante et elle est aussi novatrice, surtout pour nous ici. Je ne sais pas si la monnaie numérique est bien gérée. Même dans les différents villages, les gens pourraient s'intéresser. Ça va faire une plus-value. Mais il faut aussi interroger ces personnes pour avoir leur perception. Comment ces personnes-là vont essayer de réagir, d'investir. Et quelle est l'assurance? Voici toutes ces questions. Vous, déjà, en tant que chercheur, quelles sont les propositions que vous avez? En attendant cette réflexion dont vous parliez, quelles sont déjà les propositions que vous pouvez apporter? Probablement pour qu'on crée une monnaie test qui va permettre aux uns et aux autres d'investir, mais en prenant fondamentalement des garanties. Donc en demandant à toute personne qui fait un dépôt d'avoir certaines assurances et à la personne qui reçoit le dépôt de ne pas utiliser ces monnaies-là sans des autorisations. Parce qu'en fait, le change, c'est ça. Aujourd'hui, on vous dit envoyez de l'argent. Vous envoyez. Demain, ça disparaît. Vous n'avez aucune considération. Si on dit vous mettez 6 mois ou 1 an avant de faire un dépôt ou de rembourser, là, il y a quand même des garanties. Quand je dis 6 mois, 1 an pour M5, par exemple, ceux qui ont perdu leur argent, si on avait dit à M5, écoutez, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez disparaître. Telle somme, vous la posez. On fait un bilan, on peut estimer à 1000 personnes qui ont 1000 francs ou 1000 dollars pendant 1 an que ces fonds sont posés. Même si demain vous fermez, il y a un avocat ici qui va venir redistribuer cet argent-là au acquis de droit. Je crois que si on est en train d'aller sur cette base-là, on aura maintenant l'assurance que quand on investit dans ce domaine, il y a plus de sécurité. Le juge Bernard Boukman. Oui, tout à fait. En ce qui concerne, il a dit que est-ce que les crypto-monnaies, parce qu'actuellement c'est des individus qui ont créé, des individualités qui ont créé. Effectivement, à l'échelle État, ça peut arriver. Déjà en 2021, les parlementaires de la CEDEAO s'étaient retrouvés à Ouagadougou ici pour réfléchir sur les enjeux de la crypto-monnaie dans le contexte, dans l'espace communautaire, dans le commerce communautaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'était pour disséquer ce que c'est que la crypto-monnaie, qu'est-ce que ça offre comme avantage, opportunité, risque et tout. Bon, à la fin des travaux, pour le moment, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. La Centrafrique a lancé, et je pense que c'était en 2022, mais il y a eu aussi des réalités qui ont rattrapé la Centrafrique. Parce que comment vous commercez maintenant avec les autres pays par rapport aux questions de convertibilité et tout. Donc il y a effectivement ces difficultés-là, ces réalités, qui sont là. Donc, c'est ça également. Donc, ça demande effectivement que les uns et les autres réfléchissent. Parce qu'un matin, effectivement, il y a des États qui ont tenté. J'ai dit, la Centrafrique a tenté. À un moment donné, il y a eu un coup d'arrêt. Mais ce n'est pas le seul pays qui, s'il a l'opportunité de lancer sa crypto-monnaie, il ne va pas hésiter parce qu'il cherche à se développer, à créer de l'épanouissement pour les populations. Donc, effectivement, c'est de regarder de près qu'est-ce qu'il en est réellement. Mais je ne pense pas que nos États sont pour le moment préoccupés à ça. Alors qu'il y a des Burkinabés qui sont là-dedans, il y a des Ivoiriens qui sont là-dedans, il y a des Ghanéens qui sont là-dedans. Je parle de l'espace communautaire, qui interconnectent, qui échangent entre eux, qui vendent entre eux, qui achètent entre eux. À Ouagadougou, vous avez des boutiques où on écrit même que les crypto-monnaies sont acceptées. J'ai vu au moins 2 boutiques à Ouagadougou ici. Et puis on met la liste des crypto-monnaies qui sont admises dans cette boutique-là. Je ne sais pas si le régulateur, celui qui s'occupe des questions économiques, il a vu ça. Ou bien qu'est-ce qu'il a dit, je ne sais pas. Mais j'ai vu 2 boutiques où c'est clair. On dit vous pouvez venir échanger, vous pouvez venir acheter.
La personne vend des articles et dit, vous pouvez acheter en crypto-monnaie. Comment est-ce que ça se passe? Mais l'autorité, là, elle n'est pas là. Elle est absente. Je suis d'accord sur ce qu'il dit par rapport au fait qu'il faut effectivement travailler, à encadrer, à regarder de près qu'est-ce qui peut être fait. En fait, c'est ça aussi la réalité. Parce que j'ai dit, il y en a qui commercent à Ouagadougou avec. Et ça, j'ai vu 2 boutiques. À Ouagadougou, ici, c'est pas dans une autre ville. Oui, Hassan Badio, réaction. Mais c'est un commentaire que j'ai fait. Oui, en fait, on dit la même chose et je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je dis peut-être aussi qu'il faut ce qu'on va appeler une sorte d'éducation de la population, de la masse par rapport à ces crypto-monnaies parce que c'est un enjeu du 3e millénaire. Et vous le dites si bien, nous avons un retard par rapport aussi au problème de la fracture numérique. Puisque sur le plan numérique, nous avons, il faut le reconnaître, un retard. Tout est cher d'ailleurs. Le numérique, c'est assez cher. Moi, je suis désolé de constater que le père d'Internet est un noir et que le numérique est cher chez nous. Alors, Hassan Badio, il y a tout de même un certain nombre de Burkinabés qui ont été victimes de ces monnaies virtuelles, qui pour la plupart sont même constitués en collectif, en association, qui sont allés devant des tribunaux jusqu'à présent, n'ont pas obtenu satisfaction. Qu'est-ce que vous leur répondez quand ces personnes vous disent tout simplement qu'aujourd'hui les monnaies virtuelles c'est uniquement de l'arnaque? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je crois que j'ai dit tout à l'heure, je parlais d'escroc. Escroc, arnaque, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être très strict. C'est difficile de voir quelqu'un qui va investir beaucoup d'argent, 500 000, 1 million par jour, il reçoit un peu plus. Il se dit dans un an, je serai tellement riche. Quelque temps après, plus rien, ça fait mal. Il faut respecter ces personnes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de prudence. Est-ce leur faute aussi? Parce qu'il n'y a pas eu exactement un contrôle rigoureux. Moi, je dis qu'il faut taper du poing sur la table par rapport aux monnaies numériques, partout dans le monde. Là, ce n'est plus seulement au Burkina, parce que partout dans le monde, ces gens sont victimes. C'est vrai qu'ici, quand on perd de telles sommes, on parle, mais d'autres ont peut-être perdu des millions de dollars. Et j'écoutais un reportage où on disait qu'il y en a qui créent ces monnaies qui vont ailleurs, dans des pays asiatiques ou dans des sortes de paradis. Quand ils accumulent beaucoup de clients, en termes de milliers, ils disparaissent. Vous ne pouvez plus les voir. Donc forcément, il faut qu'on prenne des garanties partout dans le monde. Si moi, je rentre dans une crypto-monnaie, on me dit que le propriétaire est à New York, je dois savoir où il habite, qu'est-ce qu'il fait, quel est son statut, le statut juridique et comment faire pour être remboursé en cas de, et pas moi seul, tout le monde. La question juridique, il faut bien avant que les gens n'entrent dans cette crypto-monnaie, par exemple, qu'ils aillent se constituer s'ils sont 4, 5, 10 auprès d'un avocat ou d'un spécialiste du droit en la matière pour dire voilà, 1, 2 fois nous avons entendu qu'il y a de l'escroquerie dans les crypto-monnaies. Nous allons entrer. Je réponds à votre question aussi par rapport aux idées. Nous allons entrer, mais nous vous demandons de nous servir de garantie juridique. On envoie un message au propriétaire à la maison mère pour dire voici, oui, nous sommes entrés, mais nous avons pris un avocat. Et on demande à la maison mère, si ce n'est pas au PDG, on demande au service juridique de nous dire écoutez, voici 10, 20, 100 personnes qui sont entrées. Moi, je suis son avocat ou son spécialiste du droit en la matière. Je demande à ce que vous nous donnez toutes les garanties que l'argent ne disparaîtrait pas en 1 minute ou en 1 seconde. Si vous ne le faites pas, on vous poursuit. Et ce sont des clauses qu'il faut qu'on mette désormais dans ce qui est le domaine des monnaies numériques. Comme ça, même si vous investissez, vous savez que dans 1, 2 ans, vous pouvez au moins avoir la certitude de récupérer ce que vous avez investi. Vous avez la parole, juge Boukma. Oui, en fait, quand je parle des 2 boutiques, je dois donner une précision parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que je fais la promotion de la crypto-monnaie où je suis contre. Non. J'ai dit, j'ai vu 2 boutiques. Les articles que ces messieurs la vendent, pour le moment, ne m'intéressent pas. Voilà. Mais je ne suis pas également allé pour la question de curiosité, mais j'ai vu que c'est affiché qu'on peut payer en choses, comme on appelle ça, en crypto-monnaie. Ils ont cité Bitcoin et toutes les. Il y a près de 10 autres monnaies, crypto-monnaies qui sont possibles
de faire qui peut faire la transaction. Mais la curiosité, je ne suis pas encore allé pour voir comment est-ce que ça marche. Et réellement, voilà. Donc, c'est cette précision que je voudrais donner. Mais j'ai vu les boutiques, j'ai vu les affiches et elles sont toujours là. Hier, d'ailleurs, j'ai passé devant une des boutiques encore. Mais maintenant, pour revenir effectivement au sujet de la monnaie, vous parlez de la guerre des monnaies. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur la guerre des monnaies, la guerre des monnaies. Qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire quoi exactement? La guerre des monnaies, c'est simplement... Vous voyez le dollar aujourd'hui, on parle de dédollarisation. Il y a eu un moment où on a beaucoup parlé de guerre des monnaies. La presse mondiale en a beaucoup parlé. On disait d'ailleurs que c'était quelqu'un d'autre à l'époque qui en a parlé le premier. Je vous ai dit que j'ai été l'un des premiers à l'avoir écrit noir sur blanc. Où c'était les monnaies qui ne sont pas le dollar contre le dollar. Aujourd'hui, peut-être qu'on va aller droit au but aussi pour ce qui est des BRICS. Vous voyez qu'on est en train de parler de dédollarisation et on est en train de parler d'une nouvelle monnaie, semble-t-il virtuelle, des BRICS. Donc les BRICS, c'est quoi? C'est quand même plusieurs continents. La Chine, c'est 1 milliard. L'Inde, c'est 1 milliard de personnes. L'Afrique noire, même si tous les pays d'Afrique noire ne sont pas dans les BRICS pour le moment, c'est 1 milliard. Vous avez plusieurs nations qui sont dans ces BRICS. Imaginez une monnaie commune à tous ces espaces. Ça serait une guerre contre le dollar. Et forcément, aujourd'hui, nous sommes en train de plein pied dans cette guerre des monnaies. Je crois qu'à l'époque, même quand il parlait de guerre des monnaies, la presse à l'époque, là, c'était un avant-goût. C'est actuellement avec les BRICS, quand la monnaie virtuelle des BRICS verra le jour, que la guerre sera... Les BRICS, ils y travaillent pour une monnaie virtuelle. Je pense avoir entendu que les BRICS parlent d'une monnaie virtuelle commune. Et si ça arrive, ça sera vraiment... Oui, puisque les BRICS ont lancé leur banque, qui s'apparente à pratiquement leur banque mondiale, vous voulez leur fonds... comme on appelle leur FMI. Bon, quand on regarde. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que ça va évoluer, avec quelle devise ils vont commercer. Je pense que ce serait une monnaie virtuelle. Ah bon? Oui, je pense. Ça va être une monnaie physique? Bon, les deux peuvent être liés, quoi. Mais comme aussi tout se fait par le virtuel, vous avez parlé de la Centrafrique qui a essayé. Pourquoi elle ne pourrait pas relancer s'il y a des garanties, s'il y a des choses? Parce que c'est aussi plus facile. Et que pourrait être la conséquence d'une dédollarisation? Vous savez que pendant longtemps, le dollar a été roi. Ça fait quand même la chute des États-Unis et du bloc peut-être occidental qui s'est adossé. Maintenant, il nous appartiendra aussi à ceux qui seront dans les BRICS d'avoir une monnaie qui va nous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement, puisque ça sera un échange ouvert quand même à plusieurs continents, à plusieurs États. On parle de dédollarisation, on parle des BRICS, on parle de ces fortes monnaies. Qu'en est-il du franc CFA que nous utilisons? Quel est le poids de ces monnaies virtuelles sur le franc CFA? Bon, généralement, je pense que, comme je vous ai dit, j'ai essayé. Je vois qu'au niveau des monnaies, crypto-monnaies, on arrive à faire un échange. Peut-être c'est pour ça que vous parlez aussi de boutiques. Oui, un échange entre le CFA et, par exemple, une monnaie qu'on appelle l'USDT. On arrive à le faire. Si vous allez pour acheter quelque chose d'une valeur de 10 000 francs, ils prennent le taux du jour de la monnaie virtuelle et ils vous convertissent en dollars. Mais en ce moment, il faut avoir peut-être un Android et l'application de USDT. Là, vous rentrez, vous payez. Le partenaire aussi, le boutiquier en personne doit avoir ça. Et c'est comme ça, ça va se passer. Alors, Jojo Favara. Moi, quand je regarde au fond, je me demande la question de la régulation, là, est-ce que c'est pas utopique? Quand on regarde le fondement même de ces crypto-monnaies-là. Parce que les crypto-monnaies, d'abord, pour régler, il faut le fondement légal. Il n'y a pas de fondement légal. Ce n'est pas adossé à une banque centrale. Il n'y a pas une unité de contrôle. C'est ce qui fait même l'essence de cette monnaie. Comme un genre de... comment on pourrait dire ça? C'est-à-dire que dans un ordre organisé, c'est comme dans ce même système-là, un genre de revendication à être libre.
C'est un peu comme ça que ça se conçoit quand on voit le cas des crypto-monnaies. Voilà pourquoi on parle de crypto même actifs. C'est pour dire que quelque part, quand vous venez, c'est avec la plénitude aussi du risque que vous prenez. On connaît le système qui est derrière. J'ai dit c'est un système qui est énergivore, et en matière de données aussi, qui consomme beaucoup et qui est très volatile et qui se retrouve dans des mains de personnes que vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez aucun rappel concernant les... Donc, c'est l'intelligence artificielle qui parle. Donc, vous comprenez. Donc, si on veut partir sur la régulation, est-ce qu'on ne s'attaque même pas au cœur même de la crypto, qui est d'échapper à cela? Je crois qu'on sera forcément obligé d'aller vers cette régulation. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a combien de Burkinabés qui ont perdu M5. Vous pensez que ça va continuer? Chaque fois on va dire il y a crypto-monnaie, les gens vont aller investir. Si même l'État ou les États ne le font pas, ce sont les propriétaires des crypto-monnaies qui vont le faire. En ce moment, ils auront compris qu'il faut être droit. Et en ce moment, ils vont mettre les bases légales. Mais je vous dis que les monnaies virtuelles sont des monnaies d'avenir. Et de toute façon, viendra un moment où les États prendront leurs responsabilités. Nous sommes à l'heure du tâtonnement, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas 25 ans que ça existe. Donc forcément, bon, c'est vrai qu'on perd, c'est vrai que c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Un jour ou l'autre, ça sera régulé. Je n'ai aucune... et je parlais d'ailleurs, moi, de la création d'une banque universelle concernant ces crypto-monnaies dès le début. Donc ça rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire. En même temps, moi, je suis surpris pour quelqu'un comme vous qui, dites, avez été le premier à parler de cette monnaie-là, qui, dans cet univers, ne l'utilise même pas pour voir un peu de l'intérieur comment ça fonctionne, et puis peut-être avoir les contre-propositions dont nous parlions tout à l'heure. Parce que la question de Bernard, pour moi, c'est une question centrale. Parce que vous annoncez quelque chose qui devient, qui a pion sur rue, qui devient quelque chose d'usité presque par tout le monde. Quand on prend le cas de serait-ce que le Bitcoin, au Nigeria, c'est super utilisé. On parlait en 2023 d'une valeur de 37 000 dollars à l'unité. Donc ça veut dire ce que c'est. Dans des économies où les monnaies s'affaiblissent difficilement, ça devient un genre de refuge. Mais vous, qui avez pensé la chose, qui pourriez, quand on regarde comme ça fait des riches, qui pourraient être Crésus, peut-être nous aider même dans les problèmes que nous avons aujourd'hui, avec un effort de guerre intéressant, vous êtes à l'écart. Eh bien, je ne suis pas trop argent. Ça d'abord, c'est un. Trop argent, c'est-à-dire? Bon, moi, c'est pas le matériel ou la recherche de gains comme ça qui m'intéresse. Ensuite, je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes sur cette planète qui ont été des précurseurs ou des inventeurs, même dans le domaine scientifique, qui n'ont pas bénéficié de leur retombée. Donc forcément, vous voulez que je cite le tailleur qui n'est pas souvent, ou le cordonnier qui ne porte pas de bonnes chaussures? Oui, mais ne serait-ce que pour continuer, dans la recherche. Avec respect. Oui, mais pour continuer dans votre recherche sur un sujet qui vous passionne, je pense que le regard de l'intérieur, ça allait être vraiment intéressant, parce que il y a des questions, par exemple, que nous vous posons, sur lesquelles moi je reste sur ma faim. Parce que j'ai l'impression que sur ce chapitre-là, je n'ai pas le mot de quelqu'un qui connaît la chose de l'intérieur. Donc du coup, je reste encore sur ma faim. Parce que vous posiez par exemple la question de la régulation. Je dis, mais derrière, il y a un principe aussi sur les crypto-monnaies. Il n'y a pas une banque centrale derrière. Il n'y a même pas un organisme de régulation derrière. C'est une blockchain, comme ils disent, avec la cryptographie qui est le cœur. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à se remettre dans du classique comme nous avons comme banque et monnaie? Et quand je vous pose la question, j'ai l'impression que ce que vous me répondez, c'est... En tout cas, je reste beaucoup sur ma faim. Et je me dis que si vous étiez de l'intérieur, si vous étiez très actif, on aurait pu avoir le chercheur qui est à l'approche, et donc qui sait tourner les choses dans tous leurs sens. On allait être en tout cas beaucoup plus, on allait s'abreuver encore plus. Oui, bon, malheureusement à ce niveau, je n'ai pas voulu trop m'avancer, parce que bon, se mettre dans des crypto-monnaies, c'est aussi, en tout cas au stade où les choses évoluent,
c'est aussi demain être victime d'une situation qui sera forcément négative. Donc vous comprenez un peu la prudence. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prendre des renseignements, ça ne veut pas dire que je ne peux pas interroger les uns et les autres. Pour M5, je connaissais des gens qui étaient dedans. Ils m'ont partagé des informations. Ils m'ont dit, viens rentrer. Je ne l'ai pas fait, mais j'observais. On m'a envoyé l'élément pour que je le mette sur mon portable et tout. On m'a donné toutes les explications. Mais je ne l'ai pas fait. Quand même, si je voulais d'autres informations, je pouvais les tirer aussi de ces personnes, sans pour autant être forcément dans le bain. Voilà. Mais je reste toujours convaincu que ce problème de régulation, il aura lieu. Forcément. Alors, vous n'y êtes pas parce que ce n'est pas régulé? Non, pas parce que ce n'est pas régulé. Actuellement, il y a une instabilité, il faut le dire clairement, dans ce domaine. Donc, ça fait qu'il faut être assez prudent. Et puis bon... Vous parlez d'instabilité, j'ai envie de poser une autre question. Est-ce que ce n'est pas mal parti pour cette question de monnaie virtuelle? Parce que quand on regarde, il y a une inégalité au plan mondial. Je ne suis pas sûr que ce soit mal parti. Moi, je pense qu'on va purger beaucoup de choses et amener à ce qu'il y ait une véritable identité claire et nette de ces monnaies-là. Peut-être qu'on ne sera plus. J'ai dit actuellement 6 000, c'est vraiment trop. L'ONU a appelé 200 et on n'a pas 200 monnaies de nos francs CFA, euros, quoi. Non. Donc 6 000, c'est trop déjà. Mais on viendra un jour où ça n'atteindra pas ça. C'est comme on dit la sélection naturelle humaine. Ça va et ça se décante. Donc un jour ou l'autre, on ne sera plus à ce stade où on aura toutes ces monnaies. Il y aura une régulation, forcément. Ça, c'est sûr. Et en ce moment, je pense que la contribution des uns et des autres, il ne faut pas s'attendre seulement à des experts. Il faut écouter tout le monde, notamment les personnes qui ont été victimes, et voir comment faire pour qu'une fois que les gens vont rentrer dedans, c'est comme, je ne sais pas moi je vois des banques populaires quand je vais en province, les gens ont confiance, ils ont leur argent là-dedans. Ça arrivera un jour ou l'autre. Maintenant, il faut qu'on, toutes et tous, nous travaillons. Vous ne savez pas comment les banques où les caisses populaires ont fait pour investir les provinces et que, j'allais dire, les villageois, les paysans vont déposer. Donc, dans ce cas, cette situation aussi arrivera. Et je crois d'ailleurs que la Chine est en train de faire quelque chose, de créer une monnaie virtuelle propre à elle. On va suivre l'exemple pour voir. Une fois que cela sera fait, je pense qu'on aura beaucoup plus d'ouverture et il y aura beaucoup plus de rigueur et de droiture. Aujourd'hui, pour parler aussi de questions d'actualité, on parle de l'Alliance des États du Sahel qui a manifesté, qui est sortie de la zone CEDEAO. Est-ce qu'on peut s'attendre à une monnaie virtuelle propre à l'Alliance des États du Sahel, selon vous? Je pense que c'est aux autorités de décider, mais je me dis qu'une chose, vous avez parlé de bon exemple de la Centrafrique avec la monnaie virtuelle. Aujourd'hui, on est monnaie traditionnelle, monnaie virtuelle. Ça fait qu'on peut utiliser les deux. Il n'y a pas de problème pour cela. Et si c'est des États qui le font, il y aura plus de garanties. Maintenant, c'est l'ouverture. Comme je dis aussi, il faut former, éduquer les gens à accepter cette monnaie. Vous parlez de boutiquiers. S'il y a une monnaie virtuelle de l'AES, par exemple, et qu'on a tous toute confiance, mais même en province, on peut aller, on fait l'application et on fait nos échanges. Voici un peu comment moi je vois le problème. Juge Bougma. Oui, c'est vrai que sur cette question, ce que les uns et les autres appellent, c'est la question de la régulation, de la responsabilité des États. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas anodin que les parlementaires de la CEDEAO s'étaient retrouvés pour réfléchir effectivement sur la question. Voilà, parce que un pays comme le Nigeria en utilise beaucoup, dans beaucoup d'autres pays anglophones d'ailleurs. Et voilà. Mais maintenant, bon, comme c'est un chercheur qui a également fait des recherches dans plusieurs autres domaines, c'est vrai qu'on est presque à la fin du temps, mais si vous permettez, il a dit qu'il a fait de la géolettrerie. Qu'est-ce que ça veut dire, si vous me permettez quand même de passer sur ce registre-là? Géolettrerie, c'est une science qui s'occupe de l'étude de la forme géométrique des lettres et des figures de la géomancie. Nous avons 16 figures de la géomancie qui en réalité sont beaucoup plus que de la divination. Je crois que
l'univers en lui-même, je me permets de le dire, est entre autres régi par ces 16 figures. En tout cas, moi, au regard des différentes recherches que j'ai faites, je l'ai beaucoup compris. Donc, c'est géo pour géométrie, lettrerie, lettres. Et même les lettres de l'alphabet ont des formes géométriques qui ont de l'importance. Ah oui? Oui. Donc, le A, par exemple, a quelle importance? Si vous prenez le système numérique, on parlait tout à l'heure de père d'Internet, c'est un peu les combinaisons qu'il a utilisées pour arriver à créer le plus grand ordinateur du monde. Ça, c'est le système numérique qui le fait. Vous avez au niveau, je parle de géomancie, mais en fait, c'est pas le côté, comment on dit ça, visionnaire qui est intéressant ici. Charlatanisme ou comme vous voulez, mais c'est le côté scientifique. Il y a un côté scientifique là-bas. Vous avez par exemple un point ou un trait qui sont la définition, la base même. Je suis en train de chercher le nom du chose, c'est pas numérique, et qui fait que à partir de cela, vous avez toutes les données. La lettre A, si vous prenez le sommet, en haut vous avez un point. En bas, au milieu, vous avez 2 autres points. Donc, vous avez déjà ces 3 points qui forment le système binaire. C'est ce que je cherche. Le binaire, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Et il y a 2 lettres mères, comme les 4 figures mères en géomancie. Et donc, du système binaire, puisque le système binaire, c'est la géomancie, en fait, qui sont la lettre L et la lettre V. Et le binaire aussi, c'est quoi? C'est le masculin, c'est le féminin. Regardez les formes de la lettre L, regardez les formes de la lettre V. Comptez le nombre de points de L et de V, vous avez 3. 1 ici, 2 là, pair, impair. C'est toutes ces combinaisons-là donc qui font que je parle de géolétrie. Forme de lettres, système de la géomancie. Oui. Le système binaire. Oui, mais ça donne quoi? Mais c'est des études, c'est des recherches qui permettent dans divers domaines. Okay, voilà, donc c'est difficile de parler de tout ça. Peut-être qu'on pourra faire une émission sur ce problème de géolétrie et de toutes ces ouvertures. Oui, ça permet de faire des études dans quel autre domaine ajouté? Je pense par exemple, je vous ai dit, le père d'Internet a utilisé ce système binaire pour faire beaucoup de découvertes. Les grandes découvertes, probablement, viennent de ce système. Et je voudrais aussi rappeler que ce système a quitté l'Afrique noire. Le système binaire que vous voyez. L'ordinateur que vous avez, c'est grâce à ce système binaire. On parle de 32 bits, de 64 bits. Oui. Au niveau de la géomancie, mais du système binaire, vous avez 32 points pairs, 64 points impairs. Ça vous donne 96. C'est ça l'ordinateur. Ça fait 10 siècles. En Afrique, la formule mathématique, avant de passer par la Mauritanie pour se retrouver en Europe, et ils ont étudié sous la forme algébrique pour arriver, par exemple, à l'ordinateur. Ce qui est très intéressant. C'est un noir, le père d'Internet, qui est né en Afrique de l'Ouest, qui a aussi créé l'ordinateur le plus rapide. Je vous ai dit que le père de l'ordinateur, comme ça, c'est un noir, un afro-américain. Ça nous amène à réfléchir aussi sur l'ADN que nous avons dans ce domaine. Et ça répond à votre question aussi, entre autres. Il y a bien d'autres aspects, mais je ne voudrais pas aborder tous ces aspects-là ici, parce que peut-être que de la monnaie à la recherche sur la chose, il y a une passerelle aussi, c'est vrai quand même. Et soyez rassurés, les portes du tribunal de l'actualité vous sont ouvertes pour revenir même sur cette question de géolettrerie. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette 3e audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que l'écrivain-chercheur Hassan Badjo était notre convoqué à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci bien. C'était un véritable plaisir de partager avec vous l'émission. Je vous remercie amplement.
Merci, juge Bena Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture. Grandement merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.